Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité du continent, politique, économie, sport et culture. Vous êtes sur Afrique Uni Radio, une plateforme médiatique consacrée à l'actualité africaine. Elle offre des journaux, des reportages, des interviews et des analyses avec un accent particulier sur la mise en valeur de l'Afrique, de ses talents et de ses réalités. Je suis Déborah Keza à la présentation. Sans plus tarder, place aux principaux titres. Afrique sous tension entre crise politique et enjeux sécuritaires majeurs. Le continent est traversé par des tensions politiques et sécuritaires du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest. Entre médiation diplomatique, élections contestées et conflits persistants, l'instabilité reste un défi central. Et puis toujours Afrique, entre ambition économique et fracture politique croissante, alors que certains pays accélèrent leurs réformes et leur intégration économique, d'autres font face à des crises politiques et sociales profondes. Le contraste entre stabilité et instabilité marque fortement l'actualité du continent. Une Afrique en mouvement, réforme, tension et nouvelle dynamique régionale. Du Maghreb à l'Afrique australe, le continent connaît des évolutions économiques et politiques majeures. Mais ces dynamiques sont encore freinées par des tensions internes et des défis sécuritaires persistants. Merci de votre fidélité. Voici maintenant le développement de l'actualité de ce mardi. L'actualité au Maghreb est dominée par des questions diplomatiques et sécuritaires. L'Algérie tente de jouer les médiateurs au Sahel, tandis que le Maroc accélère sa modernisation militaire et économique. En Tunisie, le pouvoir reste sous pression politique. En Afrique australe, les tensions politiques montent en Zambie avant les élections, pendant que le Zimbabwe continue de faire face à une grave crise économique. L'Angola profite de la hausse des revenus pétroliers pour attirer de nouveaux investissements. L'Afrique de l'Est est marquée par des inquiétudes sur les droits humains et la sécurité régionale. Le conflit au Soudan reste préoccupant pendant que le Burundi renforce sa vigilance sanitaire face à la menace d'Ebola et reste sous tension politique avant 2027. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria intensifie ses opérations contre les groupes armés alors que la Côte d'Ivoire mise sur des réformes économiques avec sa nouvelle bourse agricole. Le Sénégal retient l'attention avec les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, et puis la rupture Diomaye-Sonko, un séisme politique aux lourdes conséquences. L'alliance politique qui incarnait l'espoir du changement s'est fissure brutalement. Le limogeage d'Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye ouvre une crise politique majeure entre lutte d'influence au sommet de l'État, tensions au sein du PASTEF et bataille déjà engagée pour le contrôle du pouvoir à l'approche des prochaines échéances électorales. Un billet signé Antedi Achille. Au Sénégal, l'alliance qui incarnait l'espoir du changement semble aujourd'hui au bord de l'implosion. Pendant plusieurs années, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko apparaissaient comme les deux visages complémentaires du projet PASTEF. Sonko, leader populaire et figure centrale de l'opposition, Diomaye Faye, profil le plus discret, devenu président après l'invalidation de la candidature de son allié à la présidentielle de 2024. Mais cette alliance historique vole désormais en éclats. Depuis le limogeage d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre, les tractations politiques se multiplient à Dakar. Dans les coulisses du pouvoir, plusieurs responsables tentent encore d'éviter une fracture totale de la majorité présidentielle. Des médiations discrètes seraient en cours entre les proches des deux camps, tandis que certains cadres du PASTEF redoutent déjà une profonde division du parti. Car derrière cette crise politique, c'est désormais la stabilité même du pouvoir sénégalais qui se joue.
et tous les regards se tournent désormais vers la convention de l'Assemblée nationale prévue ce mardi, considérée comme un moment extrêmement sensible. Après son départ du gouvernement, Ousmane Sonko devrait retrouver officiellement son siège de député, un retour hautement symbolique qui pourrait transformer le Parlement en principal terrain d'affrontement avec le président Diomaye Faye. L'un des grands enjeux sera de savoir qui contrôle réellement la majorité parlementaire. D'un côté, le président Diomaye Faye, désormais chef de l'État. De l'autre, Ousmane Sonko, considéré par beaucoup comme le leader historique et populaire du PASTEF. Même hors du gouvernement, Sonko conserve une forte influence sur plusieurs députés de la majorité. Si les tensions s'aggravent, le Sénégal pourrait entrer dans une phase de blocage institutionnel. Plusieurs réformes majeures doivent être examinées dans les prochains mois. Réformes électorales, réformes constitutionnelles, justice ou encore encadrement des partis politiques. Une confrontation ouverte au Parlement pourrait ralentir, voire paralyser, plusieurs projets du pouvoir. Cette crise intervient aussi dans un contexte économique et social sensible. Le nouveau pouvoir faisait face à de fortes attentes sur l'emploi, le coût de la vie et la gestion des ressources énergétiques. Mais derrière cette rupture, beaucoup voient déjà le début d'une bataille politique pour les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle de 2029. Empêché de se présenter en 2024, Ousmane Sonko reste extrêmement populaire auprès d'une partie de la jeunesse sénégalaise. Son retour à l'Assemblée nationale pourrait lui permettre de reprendre l'initiative politique et de se repositionner pour l'avenir. À l'inverse, si Bassirou Diomaye Faye parvient à consolider son autorité et à maintenir l'unité des institutions, il pourrait apparaître comme l'homme de la stabilité dans un climat devenu incertain. Une question domine désormais le débat politique sénégalais. Qui dirige réellement le Sénégal? Et la convention parlementaire de ce mardi pourrait bien apporter un début de réponse ou, au contraire, accentuer encore davantage la crise au sommet de l'État. Ce lundi 25 mai, l'Afrique célèbre sa journée continentale dans un contexte marqué par les débats sur la souveraineté, les réparations historiques et les ambitions économiques du continent. Au Sénégal, cette commémoration ravive les réflexions sur l'unité africaine, le panafricanisme et les grands défis qui attendent encore l'Afrique. Le point avec Fanny Chamamba. C'est une date hautement symbolique qui marque la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Au Sénégal, comme dans plusieurs pays du continent, cette journée est déclarée chômée et payée. Mais au-delà de la célébration, elle relance une interrogation essentielle: quelle trajectoire pour l'Afrique de demain? Cette année, les commémorations sont placées sous les thèmes de la mémoire et des réparations, un sujet de plus en plus présent dans les débats africains autour de l'héritage de l'esclavage, de la colonisation et des injustices historiques subies par les continents. À Dakar, conférences, débats citoyens et activités culturelles rassemblent universitaires, artistes, responsables politiques et acteurs de la société civile. Un même message revient: l'Afrique doit construire elle-même son avenir, car le continent est en pleine transformation. Sa jeunesse représente une force considérable. Ses ressources attissent le convoitise mondial et plusieurs États affichent désormais leur volonté de transformer leur souveraineté économique, la transformation locale et l'intégration régionale. Mais les défis restent nombreux: chômage de jeunes, endettement, insécurité, dépendance économique ou encore migration. La journée de l'Afrique apparaît ainsi comme bien plus qu'une simple commémoration. C'est un moment de réflexion sur le chemin parcouru, mais surtout sur celui qu'il reste à bâtir. Plus de 60 ans après la naissance de l'OIA, une question demeure toujours: l'Afrique réussira-t-elle enfin à transformer son immense potentiel en véritable puissance politique et économique? C'est tout l'enjeu de cette journée de l'Afrique 2026.
À l'occasion de la journée de l'Afrique, le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a lancé un appel fort à l'unité du continent et à la souveraineté entre États africains. Il a insisté sur la nécessité de consolider la paix, d'accélérer l'intégration économique à travers la ZLECAf et de renforcer les rôles des jeunes et des femmes dans le développement. Le chef de l'UA a également plaidé pour une Afrique plus souveraine et mieux positionnée sur la scène internationale. Suivez l'extrait du discours d'Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. L'adhésion de l'Afrique au G20 constitue une reconnaissance historique de l'importance croissante de notre continent dans la gouvernance mondiale. Elle traduit aussi la légitimité des aspirations africaines à une gouvernance internationale plus inclusive, notamment à travers une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui corrige l'injustice historique faite à notre continent et garantisse à l'Afrique une représentation juste, permanente et conforme à son poids démographique, politique et stratégique. Cette avancée n'est pas une fin en soi. Elle doit nous permettre de porter plus fortement les aspirations de nos peuples, de défendre nos priorités de développement et d'exiger un ordre mondial plus équitable et plus représentatif. Elle doit également renforcer notre plaidoyer pour une réforme du système financier international afin que les économies africaines puissent accéder à des financements plus justes, plus accessibles et adaptés aux réalités de notre développement. L'Afrique ne demande pas la charité, elle demande l'équité, la justice et une place légitime dans les mécanismes de décision qui façonnent l'avenir du monde. Le chiffre 63 résonne également avec notre agenda 2063. Cette vision stratégique d'une Afrique prospère, intégrée, pacifique et portée par ses propres citoyens. L'agenda 2063 n'est pas un simple fait de route institutionnelle, il est la promesse vivante d'une Afrique qui choisit dès aujourd'hui le visage qu'elle veut offrir à ses enfants de demain. Cette célébration doit aussi être un moment de conscience collective. Pendant que nous commémorons nos acquis, des millions d'Africains continuent de vivre dans la souffrance, victimes des conflits armés, du terrorisme, de l'extrémisme violent, des catastrophes climatiques ou des crises humanitaires. Dans plusieurs régions de notre continent, des familles entières vivent dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes, souvent privés de strict nécessaires. Et parmi eux, des enfants qui devraient être à l'école, dont les rêves ne devraient jamais être interrompus par la guerre, la faim ou l'exil. Nous devons leur adresser un message d'espérance et surtout des actions concrètes. Un enfant africain privé d'éducation aujourd'hui est une partie de l'avenir de l'Afrique que nous abandonnons demain. Même dans les cas de réfugiés, l'éducation doit demeurer une priorité aussi essentielle que l'aide humanitaire elle-même. Nous devons nourrir ceux qui ont faim, protéger ceux qui sont vulnérables et assister les populations affectées. Nous devons également investir dans l'éducation de nos enfants, car aucune nation ne peut bâtir un avenir solide sur une génération privée de savoir. Mes pensées se tournent aussi vers les États membres confrontés aux transitions difficiles ainsi que vers ceux qui affrontent quotidiennement la menace terroriste. Aucun pays ne devrait être laissé seul face à ce péril qui fragilise nos institutions, endeuille nos populations et compromet l'avenir de notre continent. J'en appelle à une mobilisation africaine plus forte, car ce qui consume aujourd'hui certaines de nos nations pourrait demain atteindre l'ensemble de notre espace commun. Le terrorisme ne distingue ni peuple, ni culture, ni frontières. Il frappe aveuglément, exige de notre part une réponse unie, cohérente et durable. Sur un tout autre chapitre, mesdames et messieurs, depuis ce lundi, près de 700 000 téléphones et terminaux numériques non dédouanés sont progressivement bloqués sur les réseaux MTN, Orange et Camtel, une mesure des autorités camerounaises présentée comme une riposte contre la contrebande
contrebande est un moyen de renforcer les recettes douanières. Mais sur le terrain, la décision suscite colère et incompréhension. De nombreux usagers dénoncent un manque d'informations et redoutent une nouvelle pression sur des populations déjà confrontées à de fortes difficultés économiques. Reportage d'Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé. À partir de ce lundi 25 mai, plusieurs abonnés constatent que leurs téléphones ne peuvent plus émettre d'appels ni accéder à certains services. En cause, l'opération de blocage des appareils considérés comme non dédouanés par les autorités camerounaises. Pour les douanes camerounaises, cette mesure vise à lutter contre la fraude et à assainir le marché des équipements numériques. Les autorités estiment que les centaines de milliers d'appareils entrent illégalement sur le territoire sans paiement des taxes prévues. Paul-Olivier Liby, responsable au bureau de la douane camerounaise, s'exprimait ce matin à la radio nationale. À partir de ce lundi 25 mai 2026, le module de blocage des téléphones importés en contrebande au Cameroun depuis le 1er avril dernier est entré dans sa phase opérationnelle. Il s'agit de ne laisser désormais accès au réseau qu'aux seuls téléphones régulièrement dédouanés. Le 27 avril dernier, le ministre des Finances avait publié un communiqué rappelant ce dispositif et lequel communiqué s'inspirait des dispositions de l'article 6e de la loi de finances pour l'exercice 2023 qui indiquait que les sociétés de téléphonie mobile sont tenues de configurer leur système de telle sorte que seuls les téléphones portables régulièrement dédouanés aient accès au réseau. Il s'agit donc ici de mettre en application ce dispositif qui consiste à ne plus permettre l'accès au réseau aux téléphones qui n'ont pas été régulièrement dédouanés. Les associations de défense de consommateurs dénoncent cependant une communication jugée insuffisante. Elles craignent surtout un impact social important dans un contexte économique déjà difficile. Georges Ngono-Edzoa, coordonnateur général de la plateforme des associations de consommateurs pour la protection de l'intérêt économique et social du Cameroun, appelle à davantage de transparence et d'accompagnement pour les usagers. Nous demanderons que cela ne soit pas fait comme on prétend le faire, puisque la faute ne revient pas à l'acheteur, la faute revient à celui qui vend ses portables ou bien ses tablettes. Le consommateur qui part de sa maison pour aller acheter un téléphone n'a pas besoin de savoir d'où sort le téléphone. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est d'acheter son téléphone en bonne et due forme dans une maison de vente de téléphones portables et de tablettes avec reçu. Sur le terrain, dans plusieurs points de vente de téléphones, commerçants et clients redoutent également un ralentissement des activités. Certains consommateurs hésitent désormais à acheter de nouveaux appareils par peur d'éventuelles restrictions. Larius Mokam, un informaticien interrogé sur la question, estime lui que la situation pousse déjà de nombreux utilisateurs à chercher des solutions de contournement. Selon lui, certains tentent de modifier des identifiants de leurs appareils ou utiliser des procédés techniques pour échapper au blocage. Une pratique qui pourrait toutefois exposer ces utilisateurs à d'autres risques, notamment en matière de sécurité et de fonctionnement de téléphone. Le peu qui nous contactent, c'est en fait pour trouver un moyen de contourner la déclaration douanière sur leur téléphone. Mais les personnes qui sont le plus concernées par cette mesure, actuellement, ce sont les importateurs et vendeurs de téléphones, parce que ceux qui ont eu des téléphones avant cette loi ne sont pas concernés vu qu'ils avaient été exonérés de cette taxe-là. Toutefois, les autorités assurent que l'opération se fera progressivement et invitent les détenteurs d'appareils concernés à vérifier leur situation auprès des services compétents ou en ligne. En attendant, sur le terrain, beaucoup espèrent surtout plus de clarté et de solutions qui n'alourdissent pas davantage le quotidien des ménages camerounais. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour Aoba. Au Bénin, l'exécutif reste solidement organisé autour du président Patrice Talon. Entre stabilité institutionnelle et ajustement ponctuel, la composition du gouvernement met en lumière une continuité politique à assumer sur fond des réformes en cours et d'enjeux majeurs de développement. Les détails avec Zola Obasanjo. Le gouvernement béninois est structuré autour du chef de l'État Romuald Wadani et d'une vingtaine de ministres qui couvrent les principaux secteurs de l'action publique, notamment les finances,
la sécurité, la santé, l'éducation et l'agriculture. Cette équipe composée de 24 ministres, dont 7 anciens, s'inscrit dans une logique de stabilité. Les changements intervenant au sein de l'exécutif sont généralement ciblés avec des reconductions fréquentes et des ajustements ponctuels plutôt qu'un renouvellement global. Sur le plan de la représentation, la présence féminine reste encore limitée. On note 6 femmes au gouvernement. Les femmes occupent une part minoritaire des postes ministériels, estimée entre 20 et 30%, mais elles sont positionnées sur des portefeuilles stratégiques liés notamment aux affaires sociales, à la santé, au numérique et à l'éducation. Cette configuration traduit une évolution progressive de la place des femmes dans les sphères de décision, même si des déséquilibres persistent. Les autorités affichent néanmoins une volonté d'élargir cette participation au sein de la gouvernance publique. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires au Sahel et des priorités économiques et sociales internes, le Bénin poursuit ainsi une trajectoire fondée sur la continuité des réformes et la stabilité de son appareil gouvernemental. L'exécutif béninois apparaît comme un système stable et une évolution graduelle où la continuité politique demeure le fil conducteur. Parfait, Zola Obasanjo Cotonou pour Radio Afrique Unie. Et des dizaines de ressortissants ghanéens se sont présentés ce lundi à l'ambassade du Ghana à Pretoria pour une opération de vérification sécuritaire et administrative. Cette démarche s'inscrit dans le programme mis en place par les autorités ghanéennes pour faciliter le retour volontaire de leurs citoyens vivant en Afrique du Sud, dans un contexte marqué par des tensions récurrentes entre certaines communautés locales et des immigrés africains. Un premier groupe de 300 personnes devrait quitter l'Afrique du Sud mercredi à destination du Ghana. Selon l'ambassade, près de 800 ressortissants ghanéens ont déjà manifesté leur intention de participer à cette opération de rapatriement. Espoir Malamira nous en dit plus. Le responsable de l'ambassade du Ghana à Pretoria indique que le processus de vérification a déjà commencé afin de s'assurer que les personnes concernées remplissent toutes les formalités nécessaires avant leur voyage de retour vers le Ghana. Ce sont des personnes qui sont ici de leur plein gré dans le cadre de ceux qui souhaitent être rapatriés chez eux. Nous avons commencé les processus de vérification afin de nous assurer qu'ils accomplissent toutes les procédures requises pour qu'ils fassent partie mercredi des 300 personnes qui retourneront au Ghana. Certains de ces ressortissants affirment avoir pris la décision de quitter l'Afrique du Sud en raison des craintes pour leur sécurité après plusieurs incidents d'attaque visant des immigrés dans certaines régions du pays. Parmi eux figure David Aneki, un ressortissant ghanéen qui affirme que sa vie est en danger à cause des agressions dont il a été victime. Je n'ai plus confiance dans la sécurité de l'environnement où je vis, c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi. Je ne me sens pas en sécurité parce qu'il y a eu 3 incidents au cours desquels j'ai été attaqué et j'ai dû venir à l'ambassade pour chercher refuge. J'ai dû me rendre au commissariat pour demander protection, ce que j'ai déjà expliqué. David explique que, même s'il était venu en Afrique du Sud pour des activités sportives, il ne peut plus continuer à mettre sa vie en danger dans un contexte sécuritaire aussi préoccupant. Même si je suis venu ici pour des activités sportives, je ne peux pas mettre ma vie en jeu pour cela. Le programme de rapatriement des ressortissants ghanéens intervient alors que les inquiétudes continuent de grandir concernant la sécurité de certains immigrés africains vivant en Afrique du Sud. Les autorités ghanéennes insistent toutefois sur le fait que cette opération se déroule sur une base volontaire et que 800 Ghanéens vivant en Afrique du Sud se sont déjà inscrits pour retourner dans leur pays. Le football africain est marqué ce lundi par le sacre du club sud-africain Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF, confirmant sa domination sur le continent. En parallèle, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent avec une forte compétition entre les grandes nations comme le Sénégal, le Nigeria, le Maroc et la Côte d'Ivoire. La CAF reste également sous tension après plusieurs contestations liées aux dernières compétitions continentales, tandis que la CAN féminine 2026 se prépare activement au Maroc.
En actualité internationale, aux États-Unis, l'actualité reste dominée par les tensions géopolitiques autour de l'Iran et du Moyen-Orient qui inquiètent Washington et les marchés mondiaux. En parallèle, les questions énergétiques reviennent au centre du débat avec la progression record des énergies renouvelables malgré la ligne pro-pétrole de Donald Trump. Une fusillade a éclaté samedi soir près d'un point de contrôle de la Maison-Blanche à Washington. Un homme armé a ouvert le feu avant d'être rapidement neutralisé par les agents du Secret Service. Les forces de sécurité ont riposté et le suspect a été abattu sur place. Un civil a été légèrement blessé lors de l'incident. Les autorités américaines ont immédiatement bouclé la zone et une enquête du FIB est en cours. Aucun responsable politique n'a été touché. En Océanie, l'Australie suit de près la crise à Gaza après le retour de Sydney des militants australiens de la flottille humanitaire pour Gaza qui dénoncent des violences subies lors de leur interception par Israël. En Europe, la guerre au Moyen-Orient continue de peser sur l'économie et la diplomatie. Les marchés européens espèrent un apaisement entre Washington et Téhéran, tandis que l'Union européenne s'inquiète de la hausse des prix de l'énergie et du ralentissement économique. Autre sujet fort, d'importantes manifestations anticorruption ont réuni des dizaines de milliers de personnes en Serbie pendant que la Turquie connaît de nouvelles tensions politiques autour de l'opposition. Le Moyen-Orient reste la principale zone de tension mondiale. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis restent fragiles alors que les risques d'escalade militaire persistent autour du détroit d'Ormuz et des frappes régionales. En Asie, la Chine met en avant ses avancées technologiques avec de nouvelles annonces de Huawei sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Dans la région, les tensions géopolitiques et commerciales avec les États-Unis continuent également d'alimenter les inquiétudes économiques mondiales. Le plaisir était de notre pour vous servir ce soir sur Afrique-Uni Radio. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en continu sur nos pages Facebook et X. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau journal sur Afrique-Uni Radio. Ici Déborah Keza. À très bientôt.